Une pluie torrentielle s'abattait sur la ville animée de Lagos, transformant les rues de terre rouge en rivières de boue liquide. La nuit était d'une obscurité épaisse, seulement déchirée par intermittence, par l'éclat aveuglant des éclairs et le grondement sourd du tonnerre. À l'intérieur d'un vieux taxi qui se frayait un chemin à travers le trafic chaotique, Monsieur Babatunde. Adebayo souriait de contentement, le cœur plus léger que jamais. Enfin, après tant d'années de tension, il s'était réconcilié avec Adewale, son fils unique. L'image d'Adewale, dirigeant avec assurance les autres mécaniciens dans l'atelier de réparation automobile moderne, les mains souillées de graisse mais les yeux brillants de passion, revenait sans cesse à son esprit. Le garçon a vraiment trouvé sa voie, pensa-t-il, un sentiment de fierté chaleureuse se répandant dans sa poitrine. Le véhicule freina brusquement. Un bruit strident de métal déchiqueté retentit, couvrant le son de la pluie et du tonnerre. Le taxi fut projeté tournoyant plusieurs fois dans les airs avant de s'écraser violemment sur la route en un tas de ferrailles tordues. Une forte odeur d'essence mêlée à l'odeur de terre humide de la pluie monta dans l'air. Dans son dernier instant de conscience, alors que l'obscurité éternelle l'engloutissait, Babatunde n'entendit aucun cri, ne ressentit aucune douleur. Au lieu de cela, seule sa propre voix, d'il y a de nombreuses années, résonna à ses oreilles une malédiction prononcée dans un accès de rage extrême. Sur mon cadavre. Cette phrase résonna tourbillonnant dans la nuit comme une terrible prophétie qui venait de se réaliser. Pour comprendre d'où venait cette malédiction, il nous faut remonter le temps jusqu'à une soirée étouffante quelques années plus tôt dans la maison bien rangée de la famille Adebayo, en banlieue de Lagos. L'atmosphère dans la maison était lourde, tendue, comme une corde de violon. Madame Funmilayo, l'épouse de Me, Babatunde s'affairait dans la cuisine, les mains s'essuyant constamment sur son tablier, les yeux anxieux tournés sans cesse vers le salon. Là, sous la lumière jaune, Babatunde Adebayo, le respectable directeur de l'Académie du patrimoine Adebayo, était assis dans son fauteuil habituel. C'était un homme de principe, un homme qui croyait absolument au pouvoir de l'éducation de la crête blanche et du tableau noir. Pour lui, c'était le symbole de la dignité de l'avenir, de la seule voie vers le succès. Il avait passé sa vie à construire cette réputation, et il attendait d'Adewale, son fils unique, qu'il hérite de cet héritage. Mais Adewale, le jeune homme de 19 ans qui venait d'entrer dans la pièce, était l'incarnation de tout ce que M. Babatunde méprisait. La sueur perlait sur son front, ses vêtements étaient en désordre et ses mains noires de graisse. Il revenait de cet endroit, un garage de réparation automobile au centre-ville, où il prétendait que se trouvait sa passion. « Père, je veux te parler », dit Adewale, la voix tremblante mais déterminée. Monsieur Babatunde leva lentement la tête de la pile de copies qu'il corrigeait. Son regard était perçant, fixant droit son fils. « J'écoute. » Adewale prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Père, j'ai bien réfléchi. Je veux devenir mécanicien automobile. C'est ma passion. » Le silence envahit la pièce. Le stylo dans la main de Monsieur Babatunde s'arrêta. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix était glaciale. « Je veux devenir mécanicien, » répéta Adewale cette fois plus fort et plus clairement. « C'est ce que j'aime. » Pam! Le stylo roula de la table. Monsieur Babatunde se leva d'un bond, les yeux exorbités de colère. Tout son corps tremblait. « Mécanicien, toi mon fils unique, après tout ce que j'ai investi dans tes études. » Madame Funmilayo se précipita, tenant toujours son torchon de cuisine. « Chérie, calme-toi. Écoutons au moins ce qu'il a à dire. »« Me calmer !» rugit-il, sa voix comme un coup de tonnerre. « Ce gamin veut détruire l'honneur de la famille Adebayo, le fils d'un éducateur qui veut devenir un vulgaire mécanicien couvert de graisse toute la journée, jamais. » Adewale essaya de faire face à la fureur de son père. « Père, ce n'est pas une honte. Réparer des voitures est un métier respectable. Les gens ont commencé à me respecter pour ça. » Cette réponse jeta de l'huile sur le feu. La colère de M. Babatunde explosa.
Il pointa un doigt accusateur sur le visage de son fils, chaque mot comme un coup de poignard dans l'air. Sa voix résonnait faisant trembler les murs. Tant que je serai en vie, tu ne seras jamais un mécanicien. Il s'arrêta une seconde, les yeux injectés de sang fixant Adéwal, qui se tenait pétrifié. Puis il hurla la malédiction fatidique, la malédiction qui hanterait leur famille pour toujours. Sur mon cadavre, ce n'est qu'à ma mort que tu seras autorisé à porter cet uniforme sale. Madame Funmilayo éclata en sanglots. Adéwalé se tenait immobile, le visage blême. Les paroles de son père n'étaient plus une simple interdiction. Elles étaient devenues un oracle cruel suspendu au-dessus de son avenir, un spectre qui promettait de réclamer sa dette avec sa propre vie. La guerre sans merci entre deux hommes, deux visions du monde, avait officiellement commencé, et le prix à payer serait plus élevé que quiconque ne pouvait l'imaginer. L'hôpital Saint-Nicolas apparaissait faiblement à travers le rideau de pluie. Adéwal se précipita hors du taxi sans même payer, son cœur battant la chamade comme un tambour de guerre yoruba. Il venait de recevoir un appel téléphonique précipité de sa mère, sa voix brisée par les sanglots. « Accident, ton père. » C'était tout, mais chaque mot était comme un coup de marteau dans l'esprit d'Adéwal. Il traversa le couloir blanc, l'odeur d'antiseptique lui donnant la nausée. Il ne pensait pas au pire. Non, son père était un roc, une montagne inébranlable. Quelques heures plus tôt, cette montagne lui avait souri pour la première fois depuis des années. Pour la première fois, son regard n'était plus rempli de déception, mais d'une fierté naissante. Il s'était réconcilié. Tout était enfin rentré dans l'ordre. Il trouva sa mère effondrée sur une chaise en plastique à l'extérieur des urgences. Madame Funmilayo leva la tête, les yeux gonflés et vides. En voyant son fils, un sanglot étouffé s'échappa de sa poitrine et elle s'effondra dans ses bras. « Adéwalé, mon fils, » gémit-elle. « Maman, où est père ?»« Est-ce qu'il va bien ?» demanda Adéwal, avec insistance, un frisson glacial commençant à lui parcourir l'échine. Madame Funmilayo ne put répondre, secouant simplement la tête au milieu de ses larmes. À ce moment-là, un médecin à l'air fatigué sortit. Il regarda Adéwalé, puis Madame Funmilayo, avec un regard plein de compassion. « Nous sommes désolés, » dit-il doucement, mais chaque mot était aussi lourd qu'une pierre. Ces blessures étaient trop graves. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le monde d'Adéwalé s'effondra. Non, impossible. Il lâcha sa mère, reculant en chancelant. Non, vous mentez. Mon père, nous venions juste de... Il ne put terminer sa phrase. Le mot réconciliation resta coincé dans sa gorge amère. Le médecin posa une main sur son épaule. Vous pouvez aller le voir une dernière fois. Adéwal entra dans la chambre froide comme un somnambule. Sur le lit blanc, recouvert d'un mince drap, se trouvait son père. Babatonde! Adébayo, l'homme qui se tenait toujours droit, toujours fort, gisait maintenant immobile. Son visage était étrangement serein, comme s'il était plongé dans un sommeil profond, après un long et fatigant voyage. Mais ce silence était la chose la plus effrayante. C'était le silence de l'éternité. Adéwalé tomba à genoux près du lit. Il tendit une main tremblante pour toucher la main déjà froide de son père. Le froid du métal de la mort traversa sa peau, lui transperçant le cœur. Et puis, au milieu du silence assourdissant de la pièce, la malédiction résonna à nouveau dans sa tête. Ce n'était plus un cri de colère, mais un murmure fantomatique et venimeux. « Sur mon cadavre !» Adéwal retira sa main comme s'il s'était brûlé. Il fixa le corps de son père, puis regarda ses propres mains. Des traces de graisse y étaient encore visibles, malgré ses efforts pour les nettoyer. Les mains que son père avait autrefois qualifiées de « seils », les mains qui avaient réparé des centaines de voitures, lui apportant joie et fierté. Les mains que quelques heures plus tôt, son père avait regardées avec une acceptation tardive. Maintenant, il ne ressentait plus de fierté. Il ne voyait que du sang, le sang de son père. Un cri silencieux se bloqua dans sa poitrine, lui déchirant les entrailles. C'était lui. C'était sa passion.
qui l'avait tué. La malédiction n'était pas une parole en l'air, c'était une prophétie. L'approbation de son père avait été la clé qui avait ouvert les portes de l'enfer. Pour qu'Adéwal puisse officiellement devenir un mécanicien avec l'approbation de son père, le prix à payer était la vie de celui-ci. Sur mon cadavre, la prophétie s'était accomplie avec une cruauté et une précision effrayantes. Il était un parricide. Les jours suivants passèrent comme un cauchemar brumeux. La maison de la famille Adébayo, autrefois un champ de bataille silencieux, était maintenant remplie de parents d'amis et de voisins venus présenter leurs condoléances. Les pleurs, les murmures de réconfort, l'odeur de l'encens et des plats servis aux visiteurs se mélangeaient pour créer une atmosphère de deuil épaisse. Adéwalé était assis là, une ombre silencieuse, au milieu de la foule. Il portait le costume de deuil blanc traditionnel, mais avait l'impression de porter l'habit d'un criminel. Chaque mot de sympathie, chaque tape sur l'épaule, était comme un couteau tournant dans la plaie de sa culpabilité. « Ton père était un homme bon », dit un parent. Adéwalé hocha la tête, mais dans sa tête il hurlait « Et je l'ai tué !» Il ne pouvait ni manger ni dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image de l'accident qu'il n'avait jamais vu apparaissait tissée par son imagination morbide. Il voyait le camion perdre ses freins, entendait le bruit du métal qui s'entrechoque, et par-dessus tout, il entendait la voix de son père répétant la malédiction mortelle. Madame Funmilayo, bien que le cœur brisé, essayait de rester forte pour son fils. Une nuit, elle apporta un bol de soupe chaude dans la chambre d'Adéwal. Il était assis dans le noir, fixant le vide. « Mon fils mange un peu, » dit-elle doucement. « Tu ne peux pas te torturer comme ça. » Adéwalé ne se retourna pas. « Je n'ai pas faim. » Adéwalé, sa voix était un peu plus ferme. « Ce n'est pas de ta faute, c'était le destin, la volonté de Dieu. » Adéwal éclata d'un rire sec et amer. « Le destin, mère. Ou la malédiction, tu l'as entendu aussi. Tu étais là. Sur mon cadavre, c'est ce que père a dit. » Madame Funmilayo se figea. Les larmes coulèrent à nouveau. Elle aussi avait été hantée par ces mots, mais elle avait essayé de les chasser, de les considérer comme une terrible coïncidence. Mais en les entendant de la bouche de son propre fils, elle sut que cette malédiction s'était également enracinée dans son âme. « Ne dis pas ça, mon fils, » supplia-t-elle. « Ton père t'aimait. Avant de partir, il était si fier de toi. » Fier. Adéwal se leva brusquement, sa voix se brisant de douleur et de rage. « C'est cette fierté qui l'a tué. S'il avait continué à me détester, à mépriser mon travail, il serait encore en vie. Tu comprends, mère. J'ai échangé la vie de mon père contre cette foutue passion. » Il regarda frénétiquement autour de la pièce, puis son regard s'arrêta sur le coin de l'armoire où son uniforme de mécanicien bleu était soigneusement suspendu. C'était l'uniforme qu'il avait reçu lorsqu'il était officiellement devenu mécanicien en chef. C'était le symbole de son rêve. Maintenant, c'était un linceul. Dans un accès de rage désespéré, Adéwalé se précipita, arracha les vêtements du cintre. Il les froissa dans ses mains, une légère odeur d'huile de moteur s'élevant comme une odeur de mort. Il sortit en courant dans la cour arrière où la pluie tombait encore. Il jeta l'uniforme dans la boue, le piétinant frénétiquement, le broyant dans la terre jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Madame Funmilayo se tenait à la porte, regardant pétrifiée son fils se torturer sous la pluie. Adéwal s'effondra. À côté du tas de chiffons sales, ses mains griffant le sol. Ses pleurs se mêlèrent à la pluie, un cri non seulement de douleur et de perte, mais aussi de haine de soi jusqu'à la moelle. À partir de ce moment, Adéwal fit un vœu silencieux. Ses mains, qui avaient envie la vie de son père, ne toucheraient plus jamais une voiture. Son rêve était mort avec son père. Et maintenant, tout ce qui restait était un être vide, emprisonné dans la prison de la culpabilité, avec pour condamnation à perpétuité de vivre le reste de sa vie comme celui qui avait tué son propre père. 6 mois s'écoulèrent.
comme un clin d'œil sans âme. Les funérailles étaient terminées, les visiteurs étaient retournés à leur vie, et la maison de la famille Adebayo était tombée dans un silence plus lourd encore que celui des jours de guerre froide d'avant. Adewale existait comme un fantôme dans sa propre maison. Il n'était plus Adewale le mécanicien passionné aux yeux brillants. Il n'était plus que l'enveloppe d'un homme bougeant, mangeant et respirant uniquement parce que son corps l'y obligeait. Il avait tenu son vœu silencieux à la lettre. Il ne sortait jamais de chez lui sauf en cas de nécessité. Lorsqu'il était obligé de sortir, il marchait quelle que soit la distance. Il traversait les rues bondées, respirant la fumée des centaines de voitures. Mais son regard restait fixé droit, devant, ne jetant jamais un coup d'œil à une seule voiture. Le bruit des moteurs, les klaxons, le bruit du métal qui s'entrechoque, tout cela était comme des lames qui lui déchiraient l'âme. Ses mains, son bien le plus précieux auparavant, étaient devenues ses ennemis. Il les lavait constamment, les frottant, jusqu'à ce que sa peau devienne sèche et rouge, comme pour essayer de laver une tache de sang invisible. Il cachait souvent ses mains dans ses poches ou les croisait sur sa poitrine, un geste d'autodéfense inconscient pour les empêcher de faire plus de mal. Sa passion était devenue un crime, et ses mains habiles étaient l'arme du crime. Un après-midi, le silence fut rompu par la sonnette. Madame Funmilayo ouvrit et fut surprise de voir Monsieur Okoro, le directeur adjoint de l'Académie du patrimoine Adebayo, et le bras droit de son mari pendant 20 ans. C'était un petit homme sérieux, toujours vêtu d'un costume gris usé. « Bonjour, Madame Adebayo », dit-il la voix un peu hésitante. « Je suis désolé de vous déranger. »« Ce n'est rien, entrez, je vous en prie », dit Madame Funmilayo, bien qu'un peu inquiète. Après quelques banalités maladroites, Monsieur Okoro alla droit au but. Son visage était soucieux. « Madame, je dois vous dire ceci. Depuis la mort de Monsieur Babatené, les choses ne sont plus les mêmes. L'Académie est en difficulté. » Madame Funmilayo écouta en silence, le cœur serré. Monsieur Okoro continua, la voix pleine d'amertume. « Le moral des enseignants est au plus bas. Certains de nos meilleurs professeurs ont démissionné. Les parents perdent confiance, ils retirent leurs enfants. Les finances de l'école s'épuisent. Si cela continue, je crains que... » Il ne termina pas sa phrase, mais le sens était trop clair. L'héritage de toute une vie de Babatunde Adebayo était au bord de l'effondrement. Ce soir-là, Madame Funmilayo posa une tasse de thé devant Adewale, qui regardait fixement par la fenêtre. « Adewale » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Okoro est venu aujourd'hui. L'école de ton père est en danger. » Adewale ne réagit pas. Il continuait de regarder la nuit, comme si cette école, cet héritage n'avaient rien à voir avec lui. Madame Funmilayo se prit une profonde inspiration. Elle savait que les mots qu'elle allait prononcer seraient cruels, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait sortir son fils du bourbier de culpabilité qu'il s'était créé. « Ton père est mort une fois à Adewale, » dit-elle, la voix tremblante. « Ne laisse pas son héritage, le rêve de sa vie, mourir une seconde fois. » Cette phrase traversa enfin la carapace d'indifférence d'Adewale. Il se retourna et pour la première fois, une lueur apparut dans ses yeux vides, une lueur de douleur extrême. Le rêve de son père. Il avait détruit l'un de ses rêves, le rêve de voir son fils devenir un éducateur. Maintenant, son autre rêve était également en train de partir en fumée. Il avait tué son père une fois. Il ne pouvait pas le tuer à nouveau. « Que veux-tu que je fasse, mère ?» murmura-t-il, la voix rauque à force de ne pas l'utiliser. « Prends la relève, » dit Madame Funmilayo sans détour. « Assieds-toi dans le fauteuil de ton père. Sauve l'école. » L'idée était ridicule, grotesque. Lui, un illettré selon les critères de son père, un sale mécanicien, comment pourrait-il diriger une académie prestigieuse? Il ne connaissait rien à la gestion, aux programmes, aux principes pédagogiques que son père avait vénérés toute sa vie. Mais alors, une autre pensée sombre et tordue germa dans son esprit. Peut-être était-ce la punition appropriée, être emprisonné dans le monde même qu'il avait rejeté, être forcé de vivre le rêve du père qu'il avait tué.
devoir faire face à son héritage chaque jour pour ne jamais oublier sa culpabilité. Ce n'était pas la rédemption, c'était une condamnation à perpétuité dans une prison propre, sans barreaux, mais 1000 fois plus étouffante. Je le ferai, dit Adéwale d'une voix monocorde, sans aucune émotion. Le lendemain, Adéwale revêtit un agbada blanc immaculé qu'il avait porté aux funérailles de son père. Il franchit les portes de l'Académie du patrimoine Adébáyọ̀. Tout était familier, la cour de récréation où il avait joué, les couloirs où il avait couru, mais tout semblait maintenant étrange et lourd. Les professeurs le regardaient avec curiosité et scepticisme. « C'est le fils du directeur », chuchotait-il, « celui qui a abandonné l'école pour réparer des voitures. » Monsieur Okoro le conduisit au bureau du directeur. La pièce était exactement comme son père l'avait laissée. Une odeur de vieux papier et d'encre flottait dans l'air. Les murs étaient couverts de diplômes et de médailles. Sur le grand bureau, en acajou, les piles de livres étaient toujours bien rangées. Tout était ordonné, discipliné et complètement étranger au monde bruyant et graisseux d'Adéwale. « Voici », commença Monsieur Okoro, puis il se tut. Adéwale s'approcha lentement, faisant glisser ses doigts anormalement propres sur la surface polie du bureau. Il regarda le grand fauteuil en cuir derrière le bureau, le siège du pouvoir que son père avait occupé pendant tant d'années. Avec un lourd soupir, Adéwale s'assit. Le fauteuil semblait l'avaler. Il se sentait petit et perdu. Il regarda par la fenêtre vers la ville animée où se trouvaient les garages qu'il avait autrefois appelés sa maison. Mais ce monde était maintenant aussi lointain qu'une autre planète. Il était ici, dans le royaume de son père. Non pas en tant qu'héritier, mais en tant que prisonnier. Un prisonnier venu payer une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. La malédiction ne s'était pas terminée avec la mort de son père. Elle venait juste d'entrer dans sa deuxième phase, une phase de torture psychologique beaucoup plus subtile et cruelle. Adéwale commença sa nouvelle vie comme un acteur involontaire dans une pièce qu'il ne voulait pas jouer. Chaque matin, il enfilait des agbadas formels et impeccables, essayant de cacher la maladresse et le sentiment d'être déplacé d'un homme habitué à porter des vêtements de travail. Il s'asseyait derrière l'imposant bureau en acajou de son père, entouré de piles de dossiers, de registres comptables et de rapports académiques qu'il ne comprenait absolument pas. Les premiers jours furent une torture. Monsieur Okoro, par loyauté envers le défunt directeur, fit de son mieux pour guider Adéwale. Il expliqua les procédures administratives, les questions de personnel, comment équilibrer le budget. Adéwale l'écoutait, hochait la tête, mais son esprit était vide. Les chiffres dansaient en devant ses yeux, les termes pédagogiques ressemblaient à une langue étrangère. Il était comme un mécanicien essayant de lire une symphonie complexe. Il pouvait voir les notes, mais il ne pouvait pas entendre la mélodie. Les enseignants et le personnel de l'école le traitaient avec un respect prudent. Ils l'appelaient « Monsieur le directeur », mais dans leurs yeux, Adéwale pouvait lire le doute et même un peu de pitié. Il était le fils de Babatunde Adébáyọ̀, mais il n'était pas lui. Il lui manquait l'autorité, l'érudition et la passion ardente pour l'éducation qui avait fait la renommée de son père. Il errait souvent dans les couloirs silencieux. Après les cours, le son de ses pas résonnant solitairement. Il regardait dans les salles de classe, vides où la poussière de craie, restait sur les tableaux noirs et se sentait comme un intrus. C'était le monde de son père, un monde de connaissances et de discipline. Son monde à lui était celui du cliquetis du métal, de l'odeur d'huile et de la satisfaction de voir une machine complexe reprendre vie sous ses mains. La punition la plus cruelle venait des choses les plus banales. Un enseignant venait demander l'approbation d'un budget pour de nouveaux livres de référence. Adéwale regardait la longue liste de titres inconnus et signait sans comprendre ce qu'il signait. Des parents venaient à se plaindre de la qualité de l'enseignement d'un professeur. Adéwale ne pouvait qu'écouter promettre d'examiner la situation, puis transmettre le tout à Monsieur Okoro. Il était un roi fantoche sur le trône de son père impuissant et inutile. Un après-midi, alors qu'il était seul dans son bureau,
Luttant avec le bilan financier, un son familier mais lointain, provenant de la cour de l'école, parvint à ses oreilles. Une toux rauque et faible d'un moteur qui essayait de démarrer sans succès. Ce son, qui pour d'autres n'était qu'un bruit, était pour Adewale un langage. Il se leva comme hypnotisé et se dirigea vers la fenêtre. Dans la cour, le vieux bus de l'école fumait abondamment. Le vieux chauffeur s'acharnait à ouvrir le capot, l'air impuissant. C'était le seul bus de l'école, le moyen de transport, pour des dizaines d'élèves des quartiers éloignés. Et puis un souvenir refit surface puissant et douloureux. C'était ce même bus. Des années auparavant, il était tombé en panne de la même manière une maladie chronique qu'aucun mécanicien de la ville n'avait pu guérir. Et c'était lui, Adewale, alors jeune homme interdit par son père, qui s'était faufilé à l'école et l'avait réparé. Il avait trouvé un défaut électrique que d'autres mécaniciens expérimentés avaient manqué. C'est ce succès qui avait semé les graines de la réconciliation tardive entre lui et son père. Ce bus n'était pas seulement un véhicule, c'était un symbole. Le symbole de son talent, de sa fierté, et maintenant il devenait le symbole de sa tragédie. Adewale resta figé près de la fenêtre. Une lutte acharnée se déroulait dans son esprit. Une partie de lui voulait se précipiter, retrousser ses manches et laisser ses mains travailler. Ses mains le démangeaient. Ses muscles criaient. Pour tenir une clé, un tournevis, il savait qu'il pouvait le réparer. Il pouvait entendre son problème juste au son du moteur. Mais une autre partie, celle de la culpabilité et de la peur, le paralysait. Ses mains étaient des armes. Toucher ce bus, toucher quoi que ce soit lié à sa passion, signifiait réveiller la malédiction, signifiait admettre qu'il était toujours celui qui avait tué son père. Le chauffeur referma le capot avec désespoir. Monsieur Okoro accourut l'air inquiet. Ils échangèrent quelques mots, et Adewale pouvait deviner la teneur de la conversation. Bus en panne. Les élèves ne peuvent pas rentrer chez eux. Les parents vont encore se plaindre. La réputation de l'école va encore en prendre un coup. Adewale tourna le dos à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Il retourna à son bureau, essayant de se concentrer sur les chiffres insignifiants devant lui. Mais il ne pouvait pas. Le bruit du moteur tout sautant au dehors était comme l'appel d'un fantôme du passé. Un fantôme qui criait son nom. Le lendemain, le bus fut remorqué jusqu'à un garage en ville. Quelques jours plus tard, il fut rendu fonctionnel pendant une matinée, puis tomba de nouveau en panne au même endroit. Le même scénario se répétait. L'impuissance s'empara de l'académie. Madame Fonmilayo remarqua le tourment de son fils. Ce soir-là, elle s'assit à côté de lui. « Adewale, dit-elle doucement, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu te tues, à petit feu. » « C'est ce que je mérite, » répondit-il, les yeux fixés sur le sol. « Non, dit-elle en prenant sa main crispée. Ton père ne voudrait pas te voir comme ça. Il t'avait accepté. Il était fier de toi. Sa mort est un accident, une terrible tragédie, mais ce n'est pas de ta faute. » Adewale secoua la tête. La malédiction, c'est toi qui te l'inflige juste ici, dit Madame Fonmilayo, en posant la main sur la poitrine de son fils. Tu laisses l'héritage de ton père s'effondrer à cause d'une peur invisible. Sauver l'école ne consiste pas seulement à s'asseoir derrière un bureau Adewale. Parfois, la sauver signifie utiliser qui tu es vraiment, utiliser le talent que Dieu t'a donné. Elle le regarda droit dans les yeux. Si tu veux vraiment honorer ton père, sauve ce qu'il aimait le plus, par tous les moyens possibles. Les paroles de sa mère furent comme une clé, ouvrant lentement la porte de la prison dans laquelle Adewale s'était enfermé. Il baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient toujours terriblement propres, mais pour la première fois depuis des mois, il ne les voyait plus tachées de sang. Il les voyait comme des outils qui pouvaient détruire, mais aussi construire. Il les avait utilisés pour détruire sa vie. Pourrait-il les utiliser pour reconstruire l'héritage de son père? La pensée était à la fois effrayante et porteuse d'une lueur d'espoir. Le fantôme de la culpabilité était toujours là, mais pour la première fois, Adewale sentit qu'il pouvait lui faire face au lieu de le fuir.
Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais une décision commençait à germer. Il ne pouvait pas continuer à être un directeur fantoche. Il devait agir, même si cela signifiait affronter le plus grand démon de sa vie lui-même. La décision ne vint pas comme un éclair, mais comme une aube lente. Adewale passa encore plusieurs jours à lutter intérieurement. Il s'asseyait dans le bureau du directeur, écoutant les plaintes de plus en plus nombreuses au sujet du bus en panne. L'école se vidait lentement de son sang non seulement financièrement, mais aussi moralement. Et lui, le gardien de l'héritage, restait assis à la regarder mourir. Si tu veux vraiment honorer ton père, sauf ce qu'il aimait le plus, par tous les moyens possibles. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête. Par tous les moyens possibles. Cela incluait-il d'affronter la malédiction. Un matin, Adewale se réveilla avant le lever du soleil. Il ne mit pas son agbada formel. Au lieu de cela, il retrouva de vieux vêtements, de travail délavés, mais solides. Il sortit de la maison sous le regard surpris de sa mère, sans un mot, et se dirigea directement vers l'école. Quand il arriva, la cour était encore silencieuse. Le bus gisait là comme une bête de métal morte. Adewale se tint devant lui un long moment, prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur qui battait la chamade. Puis, avec une détermination de fer, il ouvrit le capot. L'odeur d'huile d'essence et de vieux métal lui monta aux narines. C'était une odeur douloureusement familière. Au cours des 6 derniers mois, il avait essayé de la fuir, mais maintenant qu'elle sentait comme la maison. Ses mains tremblaient en touchant le bloc moteur froid. Il ferma les yeux, et à un instant l'image de son père sur son lit d'hôpital lui apparut. Sur mon cadavre. Adewale ouvrit brusquement les yeux, une sueur froide perlant sur son front. Il faillit reculer. Mais alors il regarda autour de la cour vide, vers les rangées de salles de classe silencieuses. C'était le royaume de son père. Et il était en train de mourir. « Je ne te laisserai pas mourir une seconde fois, » murmura-t-il. Et puis il se mit au travail. Adewale n'était plus « Monsieur le directeur ». Il était redevenu lui-même. Ses mains, d'abord maladroites après une longue période d'inactivité, retrouvèrent rapidement leur agilité et leur dextérité innée. Il se déplaçait autour du moteur avec une confiance instinctive, comme un chef d'orchestre dirigeant son orchestre. Il n'avait pas besoin de manuel ou de schémas compliqués. Il écoutait, il sentait, il diagnostiquait la maladie de la machine avec tous ses sens. Lorsque les enseignants et les élèves commencèrent à arriver, ils furent stupéfaits par le spectacle. Leur jeune directeur, qu'ils considéraient comme une ombre, était à moitié sous le bus, les vêtements couverts de graisse, un outil à la main, Monsieur. Okoro fut le premier à accourir, l'air affolé. « Monsieur le directeur, que faites-vous » Adewale sortit de sous le bus, le visage barbouillé, mais les yeux brillants d'une étrange lueur, un feu éteint depuis longtemps, qui se ravivait. « Je répare le bus, monsieur Okoro, » dit-il simplement, avant de replonger sous le véhicule, laissant le vieux directeur adjoint pétrifié. La nouvelle se répandit dans l'école, comme une traînée de poudre. Tout le monde se rassembla pour regarder de loin, chuchotant. Certains étaient curieux, d'autres moqueurs, mais personne n'osait s'approcher. Toute la journée, Adewale travailla sans relâche. Il démonta des pièces, les nettoya, vérifia chaque fil, chaque boulon. Il oublia de manger, de boire. Il était complètement absorbé dans le monde des pistons, des cylindres et des circuits électriques. Ce n'était pas seulement la réparation d'un bus, c'était un rituel, un acte de pénitence. Chaque boulon serré était une excuse. Chaque fil reconnecté était une promesse. Il ne réparait pas seulement une machine, il réparait sa propre âme, brisée. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Adewale termina son travail. Il monta sur le siège du conducteur couvert de graisse. Il prit une profonde inspiration, la main sur la clé. Toute la cour était silencieuse, tous les yeux rivés sur lui. Il tourna la clé. Le moteur rugit non plus d'une toux faible, mais d'un son puissant rond et plein de vie.
Il tournait de manière régulière et nette comme le battement d'un cœur en bonne santé. Adewale sourit son premier vrai sourire en 6 mois. Il descendit du bus sous les applaudissements d'abord timides, puis éclatants des enseignants et des élèves. Ils ne le voyaient plus comme un directeur fantoche. Ils le regardaient avec étonnement et admiration. Cet événement changea tout. Le bus fonctionna parfaitement jour après jour, sans une seule panne. Mais plus important encore, Adewale avait changé. Il n'abandonna pas son poste de directeur, mais il le redéfinit à sa manière. Le jour, il portait toujours son agbada, s'occupant des tâches administratives avec l'aide précieuse de M. Okoro. Il apprenait sérieusement, maîtrisant peu à peu le fonctionnement de l'école, mais l'après-midi, une fois les papiers terminés, Adewale enfilait ses vêtements de travail. Il transforma un vieil entrepôt abandonné sur le campus en un petit atelier. Non seulement qu'il entretenait le bus, mais il lança un nouveau projet, un club de mécanique pour les élèves qui n'avaient pas de dons pour les études académiques. Au début, seuls quelques élèves en difficulté y participèrent, mais peu à peu, ils furent captivés par la passion et les vastes connaissances d'Adewale. Il ne leur apprenait pas seulement à réparer un moteur, mais aussi la dignité du travail, la joie de créer quelque chose de ses propres mains. Il avait trouvé un moyen de combiner ces deux mondes, celui de la craie et du tableau noir et celui des clés et de l'huile. L'Académie du patrimoine Adebayo ne fut pas seulement sauvée de l'effondrement, elle renaquit. L'école ne formait plus seulement des universitaires, mais aussi des artisans qualifiés. Elle devint un modèle éducatif unique célébrant à la fois l'intellect et le travail manuel, exactement comme Adewale avait réconcilié les deux moitiés de sa propre personne. Un après-midi, Madame Fonmilayo vint visiter l'école. Elle vit son fils, le visage encore taché de graisse riant, et montrant à un groupe d'élèves comment changer une bougie d'allumage. Autour de lui, le bruit du métal, les rires et les conversations animées. Adewale vit sa mère sourire et lui fit un signe de la main. À cet instant, Madame Funmilayo vit en son fils l'image des deux hommes qu'elle aimait le plus, la sagesse tranquille de Babatunde et la passion ardente d'Adewale. Elle sourit, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. La malédiction avait été levée, non pas en oubliant ou en fuyant, mais en y faisant face et en la transformant en une source de force. La mort de Babatunde. Adebayo n'était plus une fin tragique, mais le début d'un nouvel héritage. Un héritage bâti non seulement sur les livres, mais aussi sur des mains tachées, d'huile mais pleines de fierté. Adewale n'avait pas seulement sauvé l'école de son père. Il s'était sauvé lui-même et par-dessus tout, il l'avait vraiment honoré de la manière la plus complète qui soit.